Constituye una oportunidad única la apertura de este ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Única porque nos va a permitir meternos en la fábrica en la que se crearon algunos de los pensamientos decisivos de la segunda mitad del siglo que acaba de cerrarse. Vamos a escuchar a Claude Lévi-Strauss, a Jacques Lacan, a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, a Cornelius Castoriadis, entre otros, a Hannah Arendt, que nos van a permitir viajar por los mundos del psicoanálisis, la filosofía, la etnología, la ciencia de la naturaleza, la problemática más profunda de la vida, del lenguaje, de la política. Es decir, recorrer junto a estos pensadores extraordinarios aquello que sigue siendo fundamental para pensarnos hoy a nosotros mismos. Hoy vamos a tener una oportunidad quizás única y más que interesante de escuchar y de ver una entrevista a una pensadora clave y decisiva del siglo XX que fue Hannah Arendt. Digo clave y decisiva porque atravesó las vicisitudes del exilio, pudo de algún modo dar testimonio de aquello que marcó hondamente a nuestro siglo. Un siglo vivido por Hannah Arendt como el siglo de los exilios, de las persecuciones, de los campos de concentración y básicamente marcado por la experiencia totalitaria. Cruzado, atormentado el siglo XX por esos sistemas políticos que nacidos en la noche de la historia, en la usina en donde se producen a veces los peores modos de la experiencia humana, se desplegaron como modelos dominantes en la Europa de esa primera parte del siglo XX. Y Hannah Arendt no simplemente fue un testigo, alguien que sufrió la persecución, se tuvo que exiliar de Alemania en el año 33, vivió en París, en esa París de los años 30, del Frente Popular de Léon Blum. Allí se reencontró con viejas amistades como Walter Benjamin, comenzó a desarrollar parte de su indagación y de su reflexión en torno a los nuevos sistemas políticos, pero también sintió la melancolía por haber abandonado Alemania, incluso esa patria que para ella era la patria de la lengua materna, que en su caso era la lengua alemana. Había dejado atrás una carrera promisoria, una relación tumultuosa, tormentosa y amorosa y complicada con el gran filósofo alemán de aquellos años que fue Martin Heidegger, que después haría una opción próxima al nacionalsocialismo y que entre otras cosas atormentó también la vida de Arendt. Una relación de amistad también con otro de los pensadores decisivos de esa época que fue Karl Jaspers. Y así Arendt inició el camino del exilio, pero el camino del exilio que primero la llevó a París y después, cuando Francia cayó en manos de los alemanes, el siguiente exilio en los Estados Unidos, donde pudo apreciar, comprobar, leer otro modo de organizar la sociedad, de pensar la política, de pensar la relación entre política y sociedad. Y Arendt inició no solo, ahora sí, el trabajo meticuloso de reflexión sobre los totalitarismos, básicamente pensó, indagó el nacionalsocialismo y también el estalinismo, es decir, no solamente el totalitarismo de raíz fascista, sino el proceso a través del cual una sociedad que había prometido la igualdad, la libertad, que había nacido de los ideales socialistas, había terminado construyendo también un sistema de opresión y de falta de libertades. Los orígenes del totalitarismo, dividido en 3 tomos, es quizás la obra principal de Hannah Arendt, pero Arendt siguió trabajando, se fue inclinando hacia una reflexión filosóficamente decisiva en torno a la condición humana, a poder pensar la relación entre filosofía y política, e indagar
aquellas vicisitudes que habían marcado poderosamente toda la tradición de Occidente, la tradición filosófica, política, estética, social. Quizás una de las obras más conocidas de Hannah Arendt haya sido ese texto cuasi periodístico que escribió a lo largo del juicio a Adolf Eichmann que tuvo lugar en Jerusalén. Recuerden ustedes, Eichmann fue secuestrado por el Mossad en la Argentina, donde estaba refugiado clandestinamente, fue llevado al comienzo de los años 60 a Israel y fue sometido a juicio, condenado y finalmente ejecutado. Arendt fue una testigo de ese juicio y allí, al observar a Eichmann, al escuchar atentamente las respuestas de Eichmann a las preguntas del fiscal, fue desarrollando una categoría que ha dado mucho que hablar, que es la categoría de la banalidad del mal. Ya no pensar en el mal absoluto, en el mal demoníaco, en el mal diabólico, sino pensar en ese mal que surge de lo cotidiano, de lo burocrático, el mal desplegado por un funcionario, incluso por alguien que puede ser un buen padre de familia, que por la mañana puede escuchar a Bach y después salir, entre comillas, a su trabajo, donde está planificando la aniquilación de millones de seres humanos. Eichmann, en la mirada de Hannah Arendt, era un hombre banal, un hombre común y corriente, y el mal se volvía ordinario. Quizás la tragedia, la enorme perplejidad de nuestra época, es que hombres y mujeres comunes y corrientes pueden quedar aprisionados en esta dinámica de la banalidad y ser parte de una lógica del prejuicio, de la criminalidad y de la represión. Por eso ese texto de Arendt, Eichmann en Jerusalén, sigue siendo un texto para pensarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no pensar la Argentina de los años 70 y fundamentalmente la Argentina bajo la dictadura de Videla, donde muchísima gente podía mirar lo que estaba pasando sin sentirse responsable, donde incluso también, ¿por qué no imaginar que las formas de la banalidad van desplegándose y van carcomiendo y devorándose la moral de una sociedad? Fue una categoría muy discutida, muy polémica, para algunos implicaba rebajar la densidad del horror nazi, el horror de Auschwitz, el horror del exterminio. Para otros implicó la sutileza de una pensadora que lograba tomar el alma pervertida del siglo XX, el alma oscura de una parte de la humanidad que está muchas veces disponible para ser parte de experiencias, de proyectos y de modelos de destrucción de la vida misma. Arendt, insisto, fue una pensadora sutil, formada en aquella tradición de las universidades alemanas de principios del siglo XX. Escucharla es en parte escuchar la reflexión de alguien que atravesó los exilios y que experimentó en carne propia lo que significa ser un paria, una apátrida, alguien que pierde derechos, nacionalidad y que sin embargo sigue insistiendo para pensar intensa y críticamente el mundo contemporáneo. Los invito entonces a escuchar la entrevista. I may need a glass of water if I could have that. Yeah? Yes. Yeah.
Vous êtes arrivé dans ce pays en 1941, vous veniez d'Europe, vous y vivez donc depuis 32 ans. Quand vous arrivez en Europe, quelle est votre impression dominante? Ma impression dominante, mon impression dominante, well, see, this is not a nation state. America is not a nation state. Mon impression dominante, c'est que l'Amérique n'est pas un État-nation. Et les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu'ils devraient pourtant théoriquement connaître. Ce pays n'est uni ni par un héritage, ni par des souvenirs, ni par le sol, ni par la langue, ni par une origine identique. Il n'y a pas d'Américains authentiques ici, les Indiens mis à part. Tout le reste, ce sont des citoyens, et ces citoyens ne sont unis que par une seule chose, et c'est beaucoup. On devient citoyen des États-Unis par simple acceptation de la Constitution. La Constitution, du point de vue français ou allemand, n'est qu'un morceau de papier. On peut la modifier. Mais ici, c'est un document sacré. C'est le souvenir constant d'un acte unique et sacré. L'acte de fondation des États-Unis. La fondation a consisté à réunir en un tout des minorités ethniques et des régions entièrement disparates, sans pour autant niveler et faire disparaître ces différences. Tout cela est très difficile à comprendre pour un étranger. Nous pouvons donc dire que dans ce système politique, c'est la loi qui règne et non pas les hommes. Jusqu'à quel point ceci est vrai et a besoin d'être vrai pour le bien du pays, j'ai failli dire de la nation, pour le bien de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, pour la République, à vrai dire. Durant les 10 années qui viennent de s'écouler, l'Amérique a connu une vague de violence politique marquée par l'assassinat du président, de son frère, par la guerre du Vietnam, par l'affaire de Watergate. Pourquoi l'Amérique peut-elle surmonter des crises qui, en Europe, auraient abouti à des changements de régime, voire à des troubles intérieurs très graves? Now let me try it a little different. Je voudrais poser le problème d'une façon légèrement différente. Je pense en effet que le tournant dans toute cette affaire a été l'assassinat du président. De quelque façon qu'on l'explique, et quoi qu'on sache ou qu'on ne sache pas à ce sujet, il était absolument évident que pour la première fois, depuis très longtemps dans l'histoire américaine, un crime s'était directement mêlé au processus politique et l'avait transformé. Vous savez que d'autres assassinats ont suivi. En dernier lieu, l'attentat contre Wallace appartient à cette même catégorie d'actes. L'affaire du Watergate a révélé l'une des plus profondes crises constitutionnelles que l'Amérique ait jamais connues. Et quand je dis crise constitutionnelle, c'est beaucoup plus important ici qu'en France. Une crise constitutionnelle en France. Je ne sais pas combien vous avez eu de constitutions depuis la Révolution, mais pour autant que je me souvienne, au moment de la Première Guerre mondiale, vous en aviez eu 14. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous savez cela sans doute beaucoup mieux que moi. Ici, par contre, il n'y a qu'une constitution. Et cette constitution est en vigueur depuis près de 200 ans. Le contexte est donc entièrement différent. C'est toute la structure du système politique qui est en jeu.
Cette crise constitutionnelle représente pour la première fois aux États-Unis un conflit ouvert entre le législatif et l'exécutif. Now, there the Constitution itself is somehow at fault. Ici, c'est la Constitution elle-même qui est en partie responsable. The founding fathers Les pères fondateurs ne pensaient pas que la tyrannie puisse surgir de l'exécutif, parce qu'ils ne voyaient dans celui-ci rien d'autre que la simple exécution de ce qu'avait décidé le législateur. Nous savons aujourd'hui que le plus grand danger de tyrannie vient de l'exécutif. Mais si nous prenons à la lettre l'esprit de la Constitution, que pensaient les pères fondateurs? Ils pensaient s'être libérés d'abord de la domination de la majorité. C'est pourquoi ce serait une grave erreur de penser que ce que nous avons est une démocratie. Ce que nous avons ici, c'est un système républicain. Les pères fondateurs s'attachaient surtout à préserver les droits des minorités parce qu'ils estimaient que dans un corps politique sain, il doit y avoir une pluralité d'opinions. Ce que les Français appellent l'union sacrée était précisément pour eux ce dont il ne fallait pas. Ce serait déjà une sorte de tyrannie, et le tyran pourrait très bien être une majorité. Par conséquent, le système politique tout entier est organisé de telle façon que même après la victoire de la majorité, il y a toujours une opposition. Cette opposition est nécessaire car elle représente les opinions légitimes d'une ou de plusieurs minorités. La sécurité nationale est une notion nouvelle dans le vocabulaire américain. Cette notion de raison d'État n'a jamais joué aucun rôle en Amérique. La sécurité nationale couvre maintenant toutes sortes de délits. Par exemple, le président a tous les droits. Il est au-dessus de la loi. Le roi ne peut se tromper, c'est-à-dire qu'il est comme un monarque dans une république. Il est au-dessus de la loi et sa justification est toujours que quoi qu'il fasse, il le fait en vue de la sécurité nationale. En quoi, selon vous, ces applications modernes de la raison d'État, ce que vous appelez l'intrusion de la criminalité dans le domaine politique, est-elle propre à notre temps? Est-ce que ceci est propre à notre époque? This is proper at notre époque. This, I really think so. Just as the stateless business is proper at notre époque and repeats itself again and again under different aspects in different countries and in different colors. But if we come to these general questions, what is also proper à notre époque Ce qui est également propre à notre époque, c'est l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. Je veux parler ici de quelque chose qui dépasse de loin ces crimes, que l'on cherche toujours à justifier par la raison d'État, en prétextant que ce sont des exceptions à la règle. Ici, au contraire, nous sommes soudain confrontés avec un style d'action politique
qui est en lui-même criminel. Ce n'est plus une exception à la règle. Ils ne disent pas « nous sommes dans une situation d'une telle urgence qu'il nous faut brancher tout le monde sur une table d'écoute ». Ici, la table d'écoute fait partie du procédé politique normal. Ils ne disent pas non plus « nous cambriolons exceptionnellement les bureaux d'un psychiatre et nous ne le ferons jamais plus ». Absolument pas. Ils affirment au contraire qu'une telle effraction est absolument légitime. Cette affaire de sécurité nationale provient directement de la notion de raison d'État. Cette notion de sécurité nationale que l'on invoque est directement importée d'Europe centrale. Bien sûr, les Allemands, les Français et les Italiens la reconnaissent comme entièrement justifiée parce qu'ils ont toujours vécu sous cette règle. Mais c'était précisément l'héritage européen que la révolution américaine avait l'intention de briser. Dans votre essai consacré aux documents du Pentagone, vous décrivez la psychologie de ceux que vous appelez les spécialistes de la solution des problèmes, qui étaient à l'époque les conseillers du gouvernement américain. Et vous dites, les spécialistes de la solution des problèmes ont été définis comme des hommes très sûrs d'eux-mêmes et qui semblent rarement douter de leur aptitude à s'imposer. Ils ne se contentaient pas de faire preuve d'intelligence, mais se targuaient en même temps de leur rationalisme, de leur amour de la théorie, de l'univers purement intellectuel, leur faisant rejeter tout sentimentalisme à un point assez effrayant. Et vous ajoutez... May I interrupt you here? I think that's enough. See, I have a very good example. Dans les documents du Pentagone, il y a un très bon exemple de cette mentalité scientifique envahissante. Which finally overwhelms all other insights. Vous connaissez la théorie des dominos, qui était la théorie officielle tout au long de la guerre froide de 1950 à 1969. La vérité est que parmi les intellectuels très sophistiqués qui avaient écrit les documents du Pentagone, très rares étaient ceux qui croyaient en cette théorie des dominos. Au plus haut poste du gouvernement, il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui y croyaient vraiment. Et ce n'était pas exactement parmi les plus intelligents. En fait, ils n'y croyaient même pas. Mais toutes leurs actions s'en tenaient à cette théorie. Ils n'agissaient pas par mensonge ou parce qu'ils voulaient se faire bien voir de leurs supérieurs, mais parce que cela leur donnait un cadre dans lequel ils pouvaient travailler. Ils avaient adopté ce cadre tout en sachant qu'il était en contradiction avec les événements et les analyses qui leur prouvaient chaque matin que ce point de vue était tout simplement faux. Notre siècle me semble dominé par une persistance de modes de pensée fondés sur le déterminisme historique. Yes, and I think this has very good reasons.
this belief in this historical necessity. Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique. Really an open question is the following. We don't know the future. Nous ne connaissons pas l'avenir. Acts into the future. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. Because the future is being done, action is a we and not an I. L'action est faite par nous et non pas par moi. If I were the only one, could I foretell? Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. Infinite variety of perhaps possibilities. Mais si nos contemporains conservent leur attachement à des modes de pensée déterministes, malgré les démentis de l'histoire, serait-ce, d'après vous, parce qu'ils ont peur de la liberté? Yeah, sure. Parce qu'ils ont peur de l'imprévu? Rightly so. Only they don't say it. Mais ils ne le disent pas. One could immediately start. S'ils le disaient, on pourrait immédiatement ouvrir le débat. Only would say, Si seulement ils disaient « nous avons peur », par exemple. Nous avons peur d'avoir peur. C'est l'une des principales motivations. Mais nous avons peur de la liberté. Est-ce que vous imaginez en Europe un ministre, voyant sa politique sur le point d'échouer, commander à une équipe d'experts extérieurs à l'administration une étude dont le but serait de savoir les décisions extérieurs de l'administration? They were taken from everywhere. And also from... C'est cela, mais également avec des personnes extérieures à l'administration. Est-ce que donc vous imaginez un ministre européen dans la même situation commander une telle étude pour savoir comment cela est arrivé? Of course not. Pourquoi? Because of reason of state. À cause de la raison d'État. You know, he would have felt that he would have started immediately. Il aurait immédiatement commencé à dissimuler ses erreurs. The McNamara attitude. L'attitude de McNamara a été différente. J'ai cité au début de mon essai sur les documents du Pentagone l'un de ses propos. Ce n'est pas un très joli spectacle que de voir la première des superpuissances tuer ou blesser chaque semaine des milliers de non-combattants. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est là une attitude américaine et cela montre que la situation était encore saine parce qu'il y avait encore un McNamara qui voulait en tirer un enseignement. Pensez-vous que actuellement les dirigeants américains, placés devant d'autres situations, aient encore l'envie de savoir? No. I don't think that a single one is left. I don't know. No, I take that back. But I don't believe that... I think that McNamara... Je crois, si je ne me trompe, que McNamara était sur la liste des ennemis de Nixon. Je l'ai lu aujourd'hui dans le New York Times. Cela vous montre déjà que toute cette attitude n'existe plus dans la vie politique américaine au niveau le plus élevé. Ces gens-là croyaient déjà à l'image qu'il fallait créer de soi.
Mais en se disant, pourquoi n'avons-nous pas réussi à nous créer une image? Et on pourrait dire qu'il ne s'agissait que d'images. Mais maintenant, ils veulent que tout le monde croie à leur image et que personne ne regarde au-delà. Nous entrons alors dans un univers politique tout à fait différent. Alors, et donc, après ce que le sénateur Fulbright appelait l'arrogance du pouvoir, après ce que l'on pourrait nommer l'arrogance du savoir, un troisième stade qui serait l'arrogance tout court. Yes, I don't know whether it's l'arrogance tout court. It is really the will to dominate, for heaven's sake. C'est plutôt la volonté de dominer. Jusqu'à présent, cela n'a pas réussi. Je peux encore aujourd'hui m'asseoir à cette table et vous parler librement. Donc ils ne m'ont pas encore dominé et je n'ai pas peur. J'ai peut-être tort. Je me sens parfaitement libre dans ce pays. Morgenthau a appelé toute l'entreprise de Nixon la révolution avortée. Nous ne savons pas encore si elle a avorté. Il a peut-être dit cela de façon prématurée, mais on peut certainement dire une chose, elle n'a pas non plus été couronnée de succès. Mais ce qui menace à notre époque, c'est l'idée que les buts de la politique sont illimités. Le libéralisme, tout de même, repose, je crois, sur l'idée que la politique a des objectifs limités. Est-ce qu'à notre époque, l'arrivée au pouvoir d'hommes, de mouvements qui s'assignent des objectifs illimités n'est pas la plus grande menace? J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Certainement, mais c'est tout de même à l'intérieur des fondements de la pensée libérale, avec les emprunts à l'Antiquité, que se situe votre réflexion philosophique. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral? Would you say that, I mean, all the people whom I take into account throughout the Middle Age, I mean, moi je me sers où je peux. And I take whatever I can. Je prends ce que je peux et ce qui me convient. That is, I do no longer believe that I think one of the great advantages. L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char. You know what René Char said, notre héritage n'est garanti par aucun testament. Précédé par aucun testament. N'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free. Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. The experiences and the thoughts Mais est-ce que cette of liberté... our past. Mais est-ce que cette liberté extrême ne risque pas d'effrayer beaucoup de nos contemporains qui préféreraient trouver toute prête une théorie, une idéologie et être en mesure de l'appliquer? Cette liberté que vous définissez, cela risque d'être la liberté de quelques-uns, de ceux qui auront la force d'inventer de nouveaux modes de pensée. Non, non. It rests only on a conviction. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. And can therefore judge for himself if he wants to. How I can Ce que je ne sais pas, c'est comment faire naître ce désir en lui. That is, I am not the only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique,
Cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. How I can convince, I think non-thinking is even more dangerous. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. But I would say not thinking and not ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. Revenons à ce mot de René Char. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Quel est d'après vous l'héritage du XXe siècle? We are still there. Vous êtes jeune, je suis âgé, mais nous sommes encore là tous les deux pour leur laisser quelque chose. Justement, que laisserons-nous au XXIe siècle? Nous sommes les trois quarts du siècle sont déjà écoulés. I have no idea. I'm pretty sure that modern art, which Je suis à peu près certaine qu'il y aura l'art moderne, qui stagne plutôt actuellement. Mais après la grande créativité des 40 premières années de ce siècle, notamment en France, il est naturel qu'il se produise un certain épuisement. Ce XXe siècle sera probablement l'un des grands siècles de l'histoire, mais pas en politique. Parliez de... Et l'Amérique? No. Pourquoi? You know, this country, you need a certain amount of tradition. Il n'y a pas de tradition artistique américaine? No, not a great one. A great one in poetry. En poésie, oui. In novels. Dans le roman, en littérature. Mais la seule chose qu'on puisse vraiment mentionner, c'est l'architecture. Ces bâtiments de pierre sont comme des tentes de nomades pétrifiés. Vous avez traité à plusieurs reprises dans votre œuvre de l'histoire moderne des Juifs et de l'antisémitisme. Vous dites à la fin de l'un de vos ouvrages que la naissance du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle a été la seule réponse politique que les Juifs aient jamais trouvée à l'antisémitisme. En quoi l'existence d'Israël a changé le contexte politique et psychologique dans lequel vivent les Juifs dans le monde? Oh, I think it has changed everything. The Jewish people, Je crois que cela a tout changé. Aujourd'hui, le peuple juif est vraiment uni derrière Israël. Ils sentent qu'ils ont un État, une représentation politique, tout comme les Irlandais, les Anglais ou les Français.
Ils ont non seulement une patrie, mais ils ont un État-nation et leur attitude tout entière envers les Arabes dépend pour une grande part d'une identification que les Juifs venant d'Europe centrale ont toujours faite, instinctivement et sans réfléchir. L'État doit être nécessairement un État-nation. Now, this has, that is the whole relationship between diaspora and Israel. Les relations entre la diaspora et Israël, ou ce qui antérieurement était la Palestine, ont changé parce qu'Israël n'est plus simplement un refuge pour Juifs polonais. Un sioniste était alors un homme qui essayait d'obtenir de l'argent des Juifs riches pour les pauvres Juifs polonais. Mais aujourd'hui, Israël est le représentant du peuple juif dans le monde entier. Que cela nous plaise ou non, c'est une autre question. Cela ne signifie pas que le judaïsme de la diaspora doit toujours être du même avis que le gouvernement israélien. Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question d'État. Tant que cet État existera, il sera évidemment ce qui nous représente aux yeux du monde. Justement, un auteur français, Georges Friedman, a écrit il y a une dizaine d'années un livre intitulé « Fin du peuple juif », point d'interrogation, où il concluait qu'à l'avenir, il y aurait d'un côté un nouvel État-nation israélienne et de l'autre côté, dans les pays de la diaspora, des Juifs qui s'assimileraient et perdraient peu à peu leurs caractéristiques propres. Cette hypothèse sounds very plausible, and I think it's quite wrong. Cette hypothèse semble très plausible et je crois qu'elle est tout à fait fausse. Dans l'Antiquité, lorsque l'État juif existait encore, il y avait déjà une grande diaspora juive. Au cours des siècles, à travers un très grand nombre de formes différentes de gouvernement et d'État, les Juifs, le seul peuple de l'Antiquité qui ait survécu à travers les millénaires, n'ont jamais été assimilés. Si les Juifs avaient pu être assimilés, il y a longtemps qu'ils l'auraient été. Il y a eu une occasion pendant la période espagnole, il y en a eu une autre pendant la période romaine, puis évidemment au XVIIIe et au XIXe siècle. Un peuple, une collectivité ne se suicide pas. Monsieur Friedman se trompe parce qu'il ne comprend pas que le sentiment des intellectuels qui peuvent changer en effet de nationalité et absorber une autre culture ne correspond pas au sentiment du peuple dans son ensemble et particulièrement pas à celui d'un peuple qui a été créé par des lois que nous connaissons. Que signifie pour les Juifs l'assimilation dans la société américaine? Well, in the sense in which we spoke of assimilated Jewry. Il n'y a pas d'assimilation à une culture. To the surrounding culture doesn't exist. Would you kindly tell me to Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire à quoi les Juifs devraient s'assimiler ici? Aux Anglais, aux Irlandais, aux Allemands, aux Français? Alors, lorsque l'on dit que les Juifs américains sont très américanisés, non seulement américains, mais américanisés, à quoi fait-on allusion? One means is a way of life. And all these Jews are very good. Tous ces Juifs sont d'excellents citoyens américains. It signifies their public life, not their private life. Leur vie privée et leur vie sociale sont aujourd'hui plus juives qu'elles ne l'ont jamais été. Is of course today more Jewish than it ever was before. The younger generation in Ainsi, un grand nombre de jeunes apprennent l'hébreu, même si leurs parents l'ont oublié depuis longtemps. don't know any Hebrew any longer, etc.
Mais l'essentiel, c'est Israël. Est-on pour ou contre Israël? Prenez par exemple les Juifs allemands de ma propre génération qui ont émigré aux États-Unis. En très peu de temps, ils sont devenus des Juifs très nationalistes, beaucoup plus nationalistes que je ne l'ai jamais été, en dépit du fait que j'étais, moi, sioniste et qu'ils ne l'étaient pas. Je n'ai jamais dit « je suis allemande », j'ai toujours dit « je suis juive ». Mais maintenant, à quoi s'assimilent-ils? À la communauté juive. Puisqu'ils étaient habitués à l'assimilation, ils se sont assimilés à la communauté juive d'Amérique. Avec la ferveur de nouveaux convertis, ils sont devenus ultranationalistes et pro-israéliens. À travers l'histoire, ce qui a assuré la survie du peuple juif, cela a été essentiellement un lien de nature religieuse. Nous sommes à une époque où l'ensemble des religions connaissent une crise et où le lien religieux tend à s'affaiblir. Dans ces conditions, qu'est-ce qui, à l'époque contemporaine, fait l'unité du peuple juif à travers le monde? Je crois qu'ici, vous vous trompez légèrement. Lorsque vous dites religion, vous pensez évidemment à la religion chrétienne qui est un credo, une croyance, une foi. Cela n'est absolument pas le cas pour la religion juive. C'est une religion nationale dans laquelle religion et nation coïncident. Vous savez que les Juifs, par exemple, ne reconnaissent pas le baptême des Juifs convertis au christianisme. Tout se passe comme si cet acte n'existait pas. D'après la loi juive, un Juif reste toujours Juif. So long as somebody is born by a Jewish mother, la recherche de la paternité est interdite, he is a Jew. Une personne née de mère juive est juive. La notion de religion est complètement différente. Il s'agit beaucoup plus d'un mode de vie que d'une religion dans le sens particulier et spécifique de la religion chrétienne. Of the Christian religion. I remember, for instance, I had a Jewish instruction. J'ai eu une éducation juive et je me souviens lorsque j'avais environ 14 ans, je me suis révoltée contre notre professeur et j'ai voulu le choquer. Je me suis levée et j'ai dit « Je ne crois pas en Dieu ». Il m'a alors répondu « Personne ne vous le demande ». Votre premier livre, publié en 1951, a pour titre « Les origines du totalitarisme ». Dans ce livre, vous avez voulu non seulement décrire un phénomène, mais aussi l'expliquer. D'où cette question, qu'est-ce pour vous que le totalitarisme? Oui, enfin, let me start with making certain distinctions. Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Tout d'abord, une dictature totalitaire n'est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n'a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu'ils disaient non.
reminded by Frank that something very similar. Un de mes amis m'a rappelé qu'une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles. Les hommes qui ont l'impertinence d'approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s'opposent. And this, of course, is the quintessential sign of totalitarianism. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. Now, in this sense, there is no totalitarianism today. En ce sens, il n'y a pas aujourd'hui de totalitarisme, même en Russie, où règne pourtant la pire des tyrannies que nous ayons jamais connues. Il faut faire quelque chose pour qu'on vous envoie en exil ou dans un camp de travail ou dans un asile psychiatrique. Or into a psychiatric ward of hospital. Now, let's for a moment see what tyranny is. Because after all, totalitarianism... Les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature. European governments were already under dictatorships. Dictatorships, if we take them in the original sense. La dictature, dans le sens original du concept et du mot, n'est pas une tyrannie, c'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. Usually during a war or a civil war or such. But anyhow, the dictatorship La dictature est limitée dans le temps, la tyrannie ne l'est pas. And these are things really are important enough to pay attention to. When I wrote my Eichmann Jerusalem, Lorsque j'ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l'un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque. Of the greatness of evil, of the demonic force, to take away from people. De retirer aux gens l'admiration qu'ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. J'ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante. Les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. Ce ne sont pas de grands criminels politiques, mais des hommes qui ont commis de grands crimes politiques, ce qui est quelque chose d'entièrement différent. L'échec d'Hitler n'indique pas qu'il était imbécile. Le fait qu'Hitler était un imbécile était une idée courante et fausse dans toute l'opposition avant qu'il ne prenne le pouvoir. De nombreux livres ont essayé ensuite de le justifier et d'en faire un grand homme. Le fait qu'il ait échoué n'indique pas qu'Hitler était un imbécile et l'envergure de ses entreprises n'en fait pas un grand homme. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que toute cette notion de grandeur n'a pas d'application. Si les classes dirigeantes, dit Brecht, permettent à un petit escroc de devenir un grand escroc, il n'a pas droit à une position privilégiée dans l'histoire. C'est-à-dire que le fait qu'il devienne un grand escroc et que ce qu'il fait a des conséquences graves ne le grandit pas. Puis il dit, sur un plan général et de façon abrupte, on peut dire que la tragédie traite des souffrances de l'humanité d'une façon moins sérieuse que la comédie. Ceci est évidemment une déclaration choquante, mais en même temps, je pense qu'elle est parfaitement juste. Si l'on veut garder son intégrité en de telles circonstances, on ne peut le faire que si l'on se souvient, quoi qu'il fasse, et même s'il a tué 10 millions de personnes, ce n'est qu'un clown. Lorsque vous avez publié votre livre sur le procès Eichmann,
Cet ouvrage a provoqué des réactions très violentes. Pourquoi cette réaction? Well, as I said before, this controversy was partly caused. Cette controverse était due en partie au fait que j'avais attaqué la bureaucratie. And if you attack a bureaucracy, Si l'on attaque une bureaucratie, il faut s'attendre à ce qu'elle se défende, qu'elle vous attaque, qu'elle essaie de vous rendre la vie impossible. try to make you impossible and everything which goes with it. That is more or less dirty political business. C'est plus ou moins une vilaine affaire politique. This I really had no real Cela, je pouvais le comprendre. But there was but suppose they had not Mais supposons qu'il n'ait pas organisé cette campagne. organized this campaign, then still the opposition to this Malgré book, cela, l'opposition à ce livre aurait été très forte the Jewish people parce que des Juifs ont été offensés, et par là, je veux dire des personnes que je respecte vraiment et que je peux comprendre. They were offended chiefly Ils étaient surtout offensés par ce que dit Brecht, by laughter. par le rire. My laughter was at that time kind of innocent. Mon rire à ce moment-là était plus ou moins innocent. Je n'y pensais pas. Ce que je voyais, c'est qu'Eichmann était un clown. What I saw was a clown. So Eichmann, for instance, was bothered never by anything which he had done to the Jews. Eichmann, par exemple, ne s'est jamais reproché ce qu'il avait fait aux Juifs. Il se reprochait un incident. He had slapped the face Il avait giflé le président de la communauté juive de Vienne pendant son interrogatoire. president of the Jewish community in Vienna during an interrogation. God knows worse things. Dieu sait que bien des gens subissaient des traitements pires que celui-là. Pourtant, Eichmann ne se l'est jamais pardonné. Il avait cédé à une impulsion et il pensait que c'était très mal d'avoir perdu son sang-froid. And he thought this was very wrong and he has lost his cool, so to speak. Pourquoi pensez-vous que nous voyons en effet apparaître toute une littérature qui, s'agissant notamment du nazisme, décrit de façon souvent romancée ses chefs, leurs forfaits, et essaye de les humaniser, somme toute, et ainsi indirectement de les justifier. Pensez-vous que de telles publications aient une raison purement commerciale, ou pensez-vous qu'elles aient une signification plus profonde? I think it has a signification, at least it shows. Je pense qu'elles ont une signification. Elles montrent que ce qui s'est passé une fois peut arriver à nouveau. Tyranny has been discovered very early. La tyrannie est connue depuis très longtemps. There's an enemy. Still, it has never, in any way, prevented. Cela n'a pourtant jamais empêché un tyran de devenir un tyran. It has not prevented Nero and has not prevented Caligula. Cela n'a empêché ni Néron ni Caligula. Not prevented Et Néron et Caligula n'ont pas empêché des exemples récents tels que l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. criminality can mean for the political process. Qu'en pensez-vous que... Tuvimos la oportunidad de escuchar a Hannah Arendt en el año previo a su muerte, en 1974, en su oficina de la New School, y ahí vimos de qué manera Arendt fue atravesando los problemas cruciales del siglo XX,
y que no solo había sufrido las vicisitudes trágicas del exiliado, del paria, de aquel alemán de origen judío que tuvo que elegir el camino del exilio cuando pudo para eludir la maquinaria de la muerte inaugurada por los nazis, sino que también Hannah Arendt había recorrido con intensidad la historia del pensamiento filosófico de Occidente, indagando sobre el amor, sobre la política, indagando sobre los modos de conocer, sobre la condición humana. Vivió parte de su infancia y adolescencia en Königsberg, la ciudad de Kant, por lo tanto se empapó, podríamos decirlo así, de la gran tradición de la filosofía ilustrada alemana, pero también tuvo una relación, les contaba, intensa y compleja con Martin Heidegger, el lado oscuro, podríamos decirlo también, del pensamiento filosófico alemán comparado en este sentido con Kant. Pero básicamente pudimos escuchar a una pensadora, a alguien que se fascinó, por qué no decirlo así, con el impacto que en su vida significó después de huir de una Europa que se había convertido en una ratonera, que se fascinó, les decía, con la sociedad norteamericana, con la sociedad civil, con la complejidad del mundo político de los Estados Unidos, y que la llevó a producir otro tipo de pensamiento y de discurso en el campo de la filosofía política, en el campo de la revisión de las formas constitucionales, jurídicas, de la relación entre lo político y lo social, jugando y comparando la experiencia europea con la experiencia, en este caso, norteamericana. Pero a Arendt también le importó la cuestión del nacimiento, de la lengua. ¿Por qué no también pensar la condición humana, indagar por la relación entre el trabajo y la creación y la obra? Fue una pensadora completa, de una enorme erudición, que conoció al dedillo la tradición clásica, la lengua griega y el latín, y que se manejó con las lenguas contemporáneas como quien estaba en su casa. Pero Arendt decía que la verdadera patria del escritor, la verdadera patria del pensador, la verdadera patria del ser humano, siempre es la lengua. Quien pierde la lengua, pierde lo más esencial de sí mismo. Por eso insistió una y otra vez en indagar la potencia de la lengua como fecundidad creadora, pero muchas veces también como máquina de destrucción. Gracias por, junto a nosotros, haber intuido algo del pensamiento de Hannah Arendt a través de esta entrevista.